L'aviation civile de Madagascar a porté plainte contre la société Uday Aviation pour avoir utilisé de faux documents afin d'immatriculer 5 Boeing envoyés en Iran. Le président du parti HVM a pointé l'irresponsabilité des autorités malgaches dans l'octroi de cette autorisation sans enquête approfondie. Pour les familles des victimes de l'empoisonnement à Malaz, Andadzwen exerce une pression sur l'enquête en présentant prématurément une version des faits. Cette intervention équivaut à une ingérence de la justice. L'affaire de 5 Boeing portant une immatriculation provisoire malgache, arrivée discrètement en Iran le 15 juin dernier, continue de se développer. 48 heures après l'éclatement de la nouvelle, les autorités se défendent avec véhémence et se déchargent de toute responsabilité. L'aviation civile de Madagascar a de nouveau publié une déclaration aujourd'hui affirmant que la société Uday Aviation avait utilisé de faux documents concernant le certificat d'immatriculation provisoire qui lui avait été délivré. Il est dit que cette société a modifié la date de délivrance de ce certificat d'immatriculation temporaire pour les 5 avions au 12 avril, le rendant valable jusqu'au 12 juillet dernier, alors que le document original délivré par l'ACM était daté du 17 janvier et valable jusqu'au 17 avril. L'aviation civile de Madagascar a porté plainte pour falsification de documents contre cette société indienne qui n'existe plus et n'est plus légalement établie sur place depuis 2022, selon les recherches. L'affaire est maintenant claire, a déclaré le président du parti HVM. Les dirigeants n'ont pas mené d'enquête approfondie sur le demandeur et ont accordé l'autorisation sans discernement, sans respecter la loi si cette utilisation de faux documents est avérée. Madagascar est ridiculisé et utilisé par d'autres pays pour des trafics. Quelle due diligence ont pu faire ces dirigeants de l'ACM, le ministère et les dirigeants, avant cet octroi d'immatriculation? Ils auraient dû se demander, pourquoi Madagascar? Sommes-nous donc perçus si crédules, au point que les gens n'ont pas de scrupules à nous berner? Je pense que ces individus n'ont pas été nommés à leur poste uniquement pour des raisons politiques, mais parce qu'ils avaient des compétences. Donc, on ne peut vraiment pas expliquer une telle chose. Comment se fait-il qu'on n'ait vraiment fait aucune enquête plus poussée lors d'une demande de documents pour le transfert d'avions au Kenya? Ce qui fait naître le doute et les suspicions dans cette affaire. En ne respectant pas la loi internationale et en n'étant pas prudent, ils traînent notre pays dans la boue. Le pays est exploité et discrédité. La CM a reconnu que l'entreprise demandeur n'avait pas rempli les conditions pour obtenir le certificat d'immatriculation définitif et qu'elle avait donc reçu une autorisation provisoire. L'ancien chef d'institution a réaffirmé que cette affaire qui sent le trafic et la corruption de haut niveau n'est pas fortuite mais résulte d'un ordre venu d'en haut. Dans cette affaire, les autorités sont liées et ne peuvent s'en décharger la responsabilité. Je ne pense pas que le DG de l'ACM ne se soit pas référé. Il a forcément dû demander l'autorisation en haut lieu. Certainement, cette société a dû se référer aux dirigeants, et l'ACM est un simple outil. On ne peut se limiter à dire on a été dupé, ces personnes doivent assumer les conséquences de ce qu'elles ont fait, car cela va être grave si Madagascar est sanctionné. Si jamais les Américains sont contrariés, ils vont sanctionner nos droits de douane, ils ne vont plus renouveler notre AGOA. Ces gens ont-ils pensé à cela avant d'octroyer ces immatriculations? Que vous ayez porté plainte ou non, la faute vous incombe, car vous n'avez pas mené une enquête approfondie. Cette situation pourrait renforcer notre image de pays de non-droit, ce qui va contrarier davantage nos partenaires qui ne nous accordent déjà que le minimum d'aide humanitaire. Nous allons encore être moins dignes de confiance à un pays qui n'est pas digne de confiance mais vend des autorisations. Pour cet ancien chef d'institution, le directeur général de l'ACM et le ministre devraient démissionner s'ils n'ont pas maîtrisé leur travail face à cet incident qu'ils qualifient de falsification de documents. Si ce n'est pas le cas, doit-on conclure qu'il y a une collusion, de la corruption et un trafic de haut niveau, en plus d'un accord secret derrière cette affaire?
Il est à noter que 3 conditions sont requises pour l'octroi d'une immatriculation définitive, à savoir l'autorisation d'importation, la réservation d'immatriculation et l'inscription au registre malgache. Cependant, il est difficile de remplir ces conditions pour les personnes lambda, selon l'expérience vécue sous ce régime Radziwiłł, ce qui amène les observateurs à se demander comment 5 avions ont-ils pu être autorisés et immatriculés si facilement et sans fanfare s'ils devaient réellement venir travailler à Madagascar. Les dernières déclarations d'Radziwiłł sur l'affaire d'empoisonnement à Boumalaz exercent une pression indirecte pour que l'enquête ne se poursuive pas, a déclaré Maître Eric Rafitson, avocat des familles qui ont déposé une plainte collective. Les personnes visées par la plainte de ces familles n'ont même pas encore été déférées devant la justice. Or, Radziwiłł a déjà présenté prématurément une version des faits, assimilable à une décision de justice qu'il certifie comme étant ce qui s'est réellement passé. Le président n'a pourtant pas le droit de s'immiscer ainsi dans les affaires judiciaires. Pour moi, cela veut dire que la justice n'est pas libre. Les conséquences juridiques, c'est qu'aucun juge n'osera aller au-delà de ce que le président a affirmé. Cela signifie, directement ou indirectement, que l'hôtesse de la fête est protégée par ses déclarations, alors qu'elle fait l'objet de la plainte que nous avons déposée. Ces propos lient les juges appelés à instruire cette affaire, puisque le président a déjà désigné, implicitement, les responsables. Pourtant, les plaignants disposent d'éléments de preuve qui les convainquent de la responsabilité de l'hôtesse de l'anniversaire. Aujourd'hui, ces preuves et soupçons sont balayés par les propos du président. Cette déclaration, loin de réconforter les familles endeuillées, a aggravé leur douleur, ont-elles déclaré aujourd'hui. Ils sont indirectement contraints d'accepter que Fenwasen, l'hôtesse de l'anniversaire meurtrier, n'est pas impliquée dans cette affaire, si l'on en croit les explications d'Radziwiłł. Pourquoi protégez-vous l'hôtesse de la fête? Pourquoi vous efforcez-vous de la disculper dans cette affaire? Je trouve que vous la protégez, car pour moi personnellement, elle est la première responsable, c'est elle qui a invité mes enfants à cette fête. Pour moi, cela revient à minimiser ce drame. Ce n'est pas ce que nous attendions. Ces familles et leurs avocats réaffirment que les résultats de l'enquête ne sont pas crédibles. Seules les autorités y croient. Ces familles ont affirmé vouloir se battre pour la vérité jusqu'au bout. Les déclarations prétendument réconfortantes et présentées comme la vérité d'Radziwiłł ne fait qu'aggraver leur peine. Les étudiants de la cité universitaire d'Akat 2 ont manifesté ce matin en réponse aux coupures incessantes d'électricité et d'eau qu'ils subissent quotidiennement. Ils ont brûlé des pneus, pris des banderoles et bloqué la circulation. Des affrontements avec les forces de l'ordre avaient déjà eu lieu hier soir. Les coupures de courant et d'eau durent plusieurs heures chaque jour, perturbant gravement la vie quotidienne des étudiants. Les coupures d'électricité sont aléatoires. Parfois, ça dure toute la nuit, parfois toute la journée. Dans les cités universitaires, l'électricité est fondamentale pour les étudiants, pour cuisiner, pour alimenter les ordinateurs qui permettent de faire les travaux universitaires. Quant à l'eau, on n'en parle même plus, car c'est la vie. Elle a été coupée avant-hier à 19h, et n'est revenue que le lendemain à 10h. Et quand l'approvisionnement revient, la pression est faible, ce qui complique encore davantage la vie des étudiants. Des discussions ont eu lieu avec les autorités, mais les solutions proposées n'ont été que des mesures destinées à calmer les tensions sans apporter de résolution durable. Fatigués des promesses non tenues, les étudiants ont lancé un ultimatum de 48 heures aux dirigeants pour résoudre le problème. Ils préviennent que la grève s'intensifiera si les autorités restent sourdes à leurs revendications. Les problèmes sont résolus pendant 1 à 2 semaines, puis reviennent. Nous revendiquons à nouveau auprès des responsables, le problème se résout 1 à 2 semaines, puis il revient. C'est pourquoi nous menons cette action d'alerte, et nous ne tolérons plus la répétition de ces problèmes. Si dans 48 heures cela n'est pas réglé, vous serez responsable de la suite. Nous avons également un message pour les forces de l'ordre, ne nous provoquez pas, et n'arrêtez pas les étudiants qui manifestent dans leur cité. Car s'il y en a,
vous serez aussi responsable de ce qui pourrait suivre. Les étudiants veulent des solutions durables, et non des mesures prises à la hâte, qui ne font que faire revenir les problèmes. Les coupures d'électricité ne se limitent pas aux résidences universitaires, mais affectent de nombreuses zones de la capitale. La question se pose de savoir si ces restrictions visent à économiser du carburant en prévision du prochain sommet de la SADC, afin d'éviter toute coupure durant l'événement et de préserver l'honneur d'Andjadwil, qui devrait prochainement prendre la tête de l'organisation régionale. Cela fait des années que le régime Radzwil promet de résoudre ce problème, mais ces promesses restent sans effet. Les observateurs estiment que la vision du régime en matière de production d'électricité est irréaliste, ce qui ne fait qu'aggraver la crise d'approvisionnement en électricité et en eau. L'une des exigences des familles des victimes et des 440 organisations de la société civile qui ont fait une déclaration commune concernant l'affaire d'intoxication est la tenue d'une enquête parlementaire. Pour le député Jean-Jacques Rabénirine, qui a déjà été membre d'une commission d'enquête au sein de l'Assemblée nationale, la tenue d'une enquête parlementaire est inévitable, surtout pour cet incident qui a coûté la vie à de nombreux citoyens. Cependant, le député doute qu'une telle enquête approfondie puisse se tenir sous le régime actuel, compte tenu de ses antécédents. De nombreuses affaires qui auraient dû faire l'objet d'enquêtes sérieuses de la part des députés n'ont jamais eu de suite. Les raisons sont nombreuses, parmi lesquelles le manque de séparation de pouvoir qui permet au pouvoir exécutif de s'immiscer dans les affaires internes du pouvoir législatif. Il y a aussi la question des pots de vin offerts aux députés pour qu'ils n'accomplissent pas leur devoir, une pratique courante au sein de l'Assemblée nationale. L'enquête parlementaire dépend également du pouvoir exécutif. Enquête parlementaire, ni député, Si les députés veulent mener une enquête parlementaire, il faut prendre en compte le volet financier. L'Assemblée n'a pas ce budget, ou ne se le voit pas octroyer si elle ne le demande pas au gouvernement. Je le sais, car j'ai déjà fait une enquête parlementaire. Si on veut vraiment la mener, c'est possible à condition qu'il y ait réellement séparation des pouvoirs et des députés prêts à s'y engager. Et cela doit se faire sans aucune limite. Si les députés sont réellement là pour représenter et défendre la population, cet incident devrait être l'occasion de montrer leur solidarité, sans considération de couleur politique, et de manifester leur volonté de créer une commission d'enquête sur l'affaire d'intoxication et d'empoisonnement. Une commission indépendante, capable d'enquêter jusqu'au plus haut niveau, est nécessaire pour connaître la vérité et identifier tous les responsables de l'affaire dans les plus brefs délais, afin d'assurer une véritable stabilité. Les députés de Madagascar sont-ils prêts à cela? Se demandent les observateurs. À une semaine de l'accueil du sommet de la SADC à Madagascar, l'une des questions que beaucoup se posent actuellement est la suivante. Quels avantages Madagascar tirera-t-il de l'accueil de ce sommet, ce qui se tiendra du 3 au 18 août prochain? Il appartient au régime actuel d'inclure cela dans sa politique afin que les dépenses ne soient pas trop importantes par rapport aux bénéfices que la population en tirera, a déclaré le député d'Arivun Mam. Le régime actuel, compte tenu de la manière dont il est arrivé au pouvoir, n'a certainement pas de politique ni de vision claire pour développer l'économie du pays, alors que Madagascar devrait et pourrait pleinement bénéficier de l'accueil de ce sommet de la SADC. Nous n'avons pas honte de dire que le régime actuel n'a pas de politique claire sur le plan économique. Il y a beaucoup trop de scandales. La TVA de 20% sur les intérêts bancaires va engendrer de l'inflation et une baisse de l'emploi, car les emprunts vont diminuer, tout comme la création d'emplois. Ils sont obligés, sous la pression du FMI, d'augmenter la pression fiscale. Et on sait pourquoi, il y a des lacunes criantes au niveau du ministère des Finances et des Douanes. Car il y a de la corruption. On sait que les fonctionnaires de ces institutions sont très riches. Est-ce vraiment leur salaire qui permet cela? Les autorités comblent les déficits en ponctionnant l'argent des gens dans les banques. De plus, y a-t-il un budget spécifique alloué à l'accueil de ce sommet de la SADC où la population sera-t-elle à nouveau mise à contribution? Le régime actuel, en plus de son manque de vision, ne fait preuve d'aucune transparence dans sa gestion, une situation qui nécessite une réforme majeure selon les explications. Selon les estimations actuelles, il est à craindre que l'accueil de ce sommet de la SADC ne soit qu'une mise en scène, comme ce fut le cas lors de l'accueil du sommet de la COI à Madagascar, sans résultat concret ni tangible à espérer, selon les observateurs.